Bonjour tout le monde, le chapitre 1169 est sorti, on va tout simplement react en détail, analyser en profondeur toutes les informations visuelles qu'on a manquées tout simplement dans les spoils complémentaires. Donc restez bien accrochés parce qu'il y en aura énormément et on va aussi étoffer toutes les théories qu'on a l'habitude de faire depuis maintenant quelques jours. Donc bienvenue à tous, comme d'hab en début de live, n'hésitez pas à follow, liker, commenter, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux. Vous avez le Twitter qui permet tout simplement d'avoir toutes les informations sur les spoils complémentaires, actu gaming, actu manga, actu One Piece. Vous avez également le Discord qui permet un petit peu de se réunir, discuter, partager, échanger un petit peu vos théories et aussi plein d'autres choses. Et pour terminer, vous avez les petites souscriptions qui elles permettent tout simplement de soutenir la chaîne de manière financière. Et un grand merci à tous ceux qui le font, franchement vous êtes les goats, faites-le que si vous avez envie et que si vous le pouvez. Et voilà les gars, franchement, moi je me régale de tous vos commentaires, je me régale de toute l'aide que vous apportez sur la chaîne parce que ça permet tout simplement de faire avancer les vidéos, faire avancer la commu, etc., etc. Vous connaissez les gars. Donc let's go, on est parti pour l'analyse du chapitre, c'est parti. Ok, c'est parti pour réagir au chapitre 1169, donc on va découvrir ça ensemble, je vais vous mettre toutes les images, etc. pour pouvoir analyser ça tranquillement, et à la fin, on fera les théories et tout ce qui s'ensuit, comme on a l'habitude de faire. Donc c'est parti les gars. Ok, commençons, on voit tout simplement la couverture du Weekly Shonen Jump, qui est vraiment légendaire, j'en profite pour rappeler que ce week-end, le 20 et 21, si je me trompe pas, il y a le Jump Festa, donc tout simplement l'annonce des animes, mangas qui sortiront l'année prochaine, donc voilà, ils vont faire un petit peu un coup de com' pour tout simplement les mettre en avant. Là, on peut voir plein de mangas, je les connais pas tous, mais là je me rappelle de Sakamoto Days, ça si je me trompe pas c'est Jujutsu Kaisen, mais le nouveau, avec les aliens et tout, voilà je vous spoil pas trop, mais n'hésitez pas à aller voir. Kagurabachi, manga légendaire, et il y en a plein d'autres les gars, je vous laisse aller checker, mais superbe, franchement superbe page de couverture, avec Luffy en mode mosaïque, magnifique. Ok, on commence directement avec ce magnifique color spread, bon c'est vraiment très très rare qu'on ait un color spread de cette envergure, désolé, je vous avais dit hier qu'il y avait Gaban qui donnait des informations comme s'il se passait quelque chose, mais en fait c'était le début du chapitre, tout était collé, donc j'ai pas fait la distinction. Mais en tout cas, on voit clairement que Oda a vraiment mis en avant tous ces personnages dans le color spread, et je pense que c'est en récompense pour les fans, mais c'est aussi de par le fait que voilà, c'est un équipage qui je pense a fait couler énormément d'encre. Il me semble qu'on a battu pas mal de records au niveau des recherches pour cette année. Je crois que One Piece c'est le manga le plus vendu au monde cette année. Après c'est normal parce que les deux concurrents réels à l'année c'était Jujutsu Kaisen et Demon Slayer, et voilà, les deux sont finis ou sur la fin, donc c'est assez logique. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu que Oda nous récompense grandement. Franchement, si on analyse bien, on voit Otshuku qui est là, donc Wangzi, je suis mort, on a H d'argent qui est là-bas, et on a tous les autres, Strunsen, Barbel, Barbe Blanche, Gloriosa c'est aussi. Bref, on va pas faire le tour, mais juste cette image est complètement magnifique. Avec Xebec, sa couleur officielle, et aussi le fait que voilà, il est on dirait vieux sur l'image. En fait, vu qu'il a les cheveux blancs et dans le manga on le voit pas comme ça, il a l'air un peu plus vieux, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ouf, non? Mais on adore. Allez, commençons directement le début du chapitre. On se retrouve tout simplement après le chapitre 1151. On reprend la discussion entre Shanks et Gaban, et là on va pouvoir détailler tout ça. Donc on a le message de l'éditeur qui nous dit juste avant le massacre, et ensuite le narrateur enchaîne en disant: il y a 14 ans, Elbaf, royaume du soleil, maison de Gaban. Et là on voit Shanks qui est choqué, qui dit: Capitaine Roger a eu un fils. Et sûrement Gaban qui répond: apparemment, j'ai croisé Garp et c'est ce qu'il m'a raconté. Bravo à lui pour avoir échappé à la marine tout ce temps. Et j'avoue que c'est légendaire, mais bon, vu qu'on connaît l'histoire, on comprend leur réaction, étant donné que c'était assez compliqué. On a le titre aussi du chapitre qui est là, je dois mourir au plus vite. Et Shanks enchaîne, il a vraiment l'air très très jeune dans ce flashback, tu vois. Beaucoup plus jeune que dans les précédents chapitres où il était à Marijois. Du coup, je peux le considérer comme mon petit frère. Et Gaban dit: c'est vrai, Baggy et toi, vous êtes nos fils.
Et Shanks enchaîne directement en disant « Puisque le sang du capitaine Roger coule dans ses veines, j'imagine que ce sera lui le futur roi des pirates. » Donc voilà, tout ce qu'on disait par rapport au fait que Shanks pensait que Ace deviendrait le futur roi des pirates, qu'il aurait hérité de la volonté de Roger et que ce serait l'homme que Roger attend, tu vois. Ce qui est logique en vrai, hein. Je pense que quand on a commencé One Piece, on pensait tous que Luffy était le fils du roi des pirates, jusqu'à ce qu'on apprenne le contraire. Mais là, maintenant qu'on sait tout ça, on voit que Shanks avait pour projet de lui donner le Gomu Gomu à lui et pas à Luffy. Pourtant, tout va pas se passer comme prévu. On a Gaban ici qui dit c'est pas héréditaire, tu sais. Ceux sur qui on mise n'arrivent pas forcément à conquérir le monde. Et ça, c'est intéressant parce que c'est tout simplement la vraie vie de Ace qui malheureusement nous quittera beaucoup trop tôt. Et Shanks dit oh vraiment? Gaban répond et oui, le monde est bien plus intéressant comme ça. On dirait que c'est Oda qui s'exprime à travers ses personnages et qui justifie ses choix en disant voilà, si j'ai choisi de pas choisir Luffy comme fils de Roger, comme dans les mangas lambda, on va dire que c'est un petit peu un scénario de tout le monde va cramer que c'est ça. Et lui, il a préféré choisir quelque chose de bien différent qui nous déplaît pas du tout et qui est, je pense, le meilleur choix. Ensuite, le narrateur dit pendant ce temps au château d'Holst. On entend quelqu'un rigoler, donc c'est Loki qui arrive, hein, et ça c'est vraiment les images qu'on avait vues, hein, il saute de loin pour arriver directement au château, et on entend quelqu'un dire le prince Loki est de retour au château. Seigneur Jarl est là aussi. Le narrateur dit entrée de la salle du trône, et là on y voit les soldats, la grande porte que Loki va défoncer, etc., etc. Et on a Harald qui dit pourquoi avoir fait une chose pareille, votre majesté. Nous allons vous enchaîner comme vous nous l'avez demandé. Et Harald dit pourquoi j'ai attaqué mes soldats. Pourquoi? Mon corps a bougé tout seul. Donc ça c'est ce qui va permettre aussi aux soldats de comprendre que Harald est bel et bien méchant et qu'il est plus maître de lui-même. C'était un ordre de ce type, il élimine ceux qui gênent. Donc voilà, et on voit tout simplement l'œil d'Imu qui contrôle un petit peu Harald. Forme une armée de guerriers. Et du coup, vu que c'était pas forcément quelqu'un qui allait dans ce sens-là, il a décidé de le supprimer. Donc Harald parle dans sa tête et dit impossible de désobéir aux ordres. Ma façon de penser va changer juste parce qu'il en a décidé ainsi. Et du coup, il se pose la question en disant ça sera comme ça toute ma vie. Si je reste en vie, je vais mener ce pays à sa perte. Mon corps est devenu nocif. Et Harald se rappelle avoir arraché ses cordes, mais aussi à avoir sauvé le pays, à avoir créé l'école, etc. Et il se dit c'était inutile, tout ça n'a servi à rien, mais 144 années de vie, je dois mourir au plus vite, tuez-moi. Et là du coup c'est bel et bien lui qui demande à tous ses soldats de le tuer. Jamais je n'accepterai qu'on fasse d'Elbaf un pays d'esclaves. Et Harald, pendant qu'il peut encore parler, dit dépêchez-vous avant qu'il ne prenne le contrôle total. Que faites-vous, votre majesté? Je suis de retour, papa. Et là, c'est Loki qui défonce la porte et qui entre. Et là, on voit tout simplement la scène où tous les soldats ont décidé d'attaquer ensemble Harald. Et Loki et Jarl sont choqués et dit qu'est-ce que vous foutez? Harald, bon sang, je suis vraiment immortel. Donc ça, c'est Harald qui se dit ça dans sa tête. Et il dit je me régénère. Arrêtez, fuyez. Et là, il envoie une attaque légendaire qui va tout simplement balayer tous les soldats. Comment faire pour mourir, aidez-moi. On a la tête de Jarl et Loki qui sont complètement choqués. Donc en gros, on a vraiment le même chapitre que le 1151, mais là, cette fois-ci, on a beaucoup plus de détails avec, voilà, des scènes qui durent beaucoup plus longtemps. On est de retour dans la maison de Gaban et on entend quelqu'un dire autrement dit. Harald et moi avons conclu le contrat le plus faible avec un type qui se fait appeler sa grandeur en Terre Sainte. Rien que ce simple pacte des bas-fonds nous empêche de lui désobéir si on se trouve dans son champ d'action. Et Gaban dit quel pouvoir étrange. Et Shanks dit c'est pour ça que dès qu'on s'éloignait suffisamment de la Terre Sainte, Harald et moi, on en profitait pour discuter un peu. Et Harald, dans les souvenirs de Shanks, qui dit je le savais, tu fais partie de l'équipage du roux, pas vrai? C'est marrant qu'il dit ça alors que c'est le capitaine de l'équipage du roux. C'est marrant de dire ça comme ça, alors que le roux en question c'est lui. Harald était content à l'idée de rejoindre l'ordre des chevaliers divins et de faire d'Elbaf un pays affilié au gouvernement mondial, mais ça implique de passer un pacte supérieur. Et du coup Gaban qui dit et c'est un problème. Et nous on sait évidemment que c'est un problème parce que une fois le pacte passé, le contrôle est total. Avec ce pacte, les chevaliers divins obtiennent une force surhumaine, un corps immortel et la capacité de générer un abysse pour se déplacer sur de longues distances. Mais en échange, peu importe où ils se trouvent, il leur est impossible de désobéir à sa grandeur. Sa voix peut les atteindre jusqu'au bout du monde. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça me fait penser à Gunko qui tout simplement a l'air de connaître Brook mais qui a du mal un petit peu à se contrôler et qui fait preuve quand même de un terrible sang-froid quand elle a attaqué Loki, quand elle a attaqué les Mikiwara, etc. Et pour moi, c'est clairement une démonstration du contrôle d'Im-sama sur Gunko et du changement un petit peu de sa manière de penser. Je trouve ça complètement logique étant donné que si on prend les choses correctement, on comprend assez facilement que Gunko aussi elle connaît Brook, c'est qu'à un moment dans sa vie, c'était quelqu'un de correct. Sinon, les deux n'auraient pas pu s'entendre et n'auraient pas pu avoir un lien. Et Brook ne se serait même pas souvenu d'elle, ou en tout cas pas comme on l'a vu dans le mini flashback avec Gunko. Donc pour moi, tout s'explique assez facilement maintenant qu'on a toutes les informations par rapport au pouvoir d'Imu. Et Shanks
dis si Harald accepte ce contrat, il deviendra leur marionnette. Je ne peux pas imaginer une seule seconde que ces ordures avides respecteront une promesse faite à un simple mortel comme lui. Harald ne doit surtout pas rejoindre l'ordre des chevaliers divins. Donc c'est assez triste parce que malheureusement, on sait très bien qu'il est déjà trop tard. Donc là, on voit la fameuse vague de haki complètement légendaire qui traverse tout le village d'Holst. Je sais pas si c'est comme ça qu'il s'appelle le village, mais bref. Et du coup, chez Gaban, ils sont choqués. Et là, on voit tout simplement Loki et Harald s'échanger des coups. Et Loki dit « Attends papa, et qu'est-ce qui est censé me surprendre, bordel? Le fait qu'il ait survécu après ça, ou bien par le fait qu'il cherche à nous buter, les gardes et moi? C'est quoi cette force monstrueuse? Que s'est-il passé, Harald? Reviens à toi. » Et Jarl qui prend son épée. « Garde, tous à la salle du trône, on doit arrêter le roi, il a perdu la raison. Il est en train de se battre. Vite, c'est encore cet enfoiré de Loki, c'est ça? Sauvez le roi. » On voit Jarl et Loki se mettre à deux sur Harald pour pouvoir l'arrêter, et ils lui disent « Explique-nous, Harald, que s'est-il passé ?» Et Harald dit « Seigneur Jarl, j'ai commis l'irréparable. Je sens que je serai bientôt plus moi-même. Écoute-moi Loki, fais exactement ce que je te dis. Raconte au peuple d'Elbaf ce qui s'est passé dans ce château sans rien cacher. Dis-leur que c'est moi qui ai tué les soldats et que pour adhérer au gouvernement mondial, j'ai souillé mes mains à maintes reprises. » Et en fait, là je comprends de mieux en mieux grâce à cette traduction, parce qu'en fait, à mon avis, si Loki a décidé d'être martyr et de prendre tout sur les épaules, c'est tout simplement parce qu'il voulait couvrir son père. Il voulait pas que la mémoire de son père soit salie. En fait, il a payé déjà trop cher le fait de devoir tuer son père. Il a pas envie aussi de devoir subir l'humiliation sur son père, alors que lui-même sait qu'il le mérite pas. Donc il a préféré prendre toute la haine du peuple et faire en sorte que c'est lui qui ait tué son père parce que c'était une mauvaise personne, que de dire la vérité et de faire en sorte que son père soit accusé des pires méfaits. Donc là, Harald, malheureusement, il paye sérieusement sa crédulité, parce que même Shanks s'en était rendu compte, il le savait, qu'on pouvait pas faire confiance au gouvernement mondial. Il y a que Harald qui s'en est pas rendu compte, alors qu'il est beaucoup plus proche du gouvernement mondial, et il est plus proche d'eux depuis beaucoup plus longtemps que Shanks. Donc c'est vraiment dommage, mais bref, sa crédulité va lui coûter la vie. Page suivante, on enchaîne avec Harald qui dit « Et au final, je me suis fait avoir, je suis vraiment pathétique, ils veulent soumettre le peuple d'Elbaf pour en faire de simples guerriers esclaves. » Et Loki qui dit « Comment ça? Tu t'es fait avoir. Ils n'ont jamais eu l'intention d'accéder à ma requête. Votre majesté. Seigneur Jarl, Loki doit manger le trésor d'Elbaf. » Et Jarl dit « Quoi? Avec le pouvoir divin que j'ai obtenu, je suis invincible. Que le peuple d'Elbaf devienne l'esclave du gouvernement, c'est l'exact opposé de mon rêve, alors tuez-moi. Mettez fin au règne du pire roi de l'histoire d'Elbaf. » Donc là, on comprend vraiment, et je suis vraiment triste, parce que Oda, via le flashback d'Elbaf, va clairement montrer un petit peu la fin de l'ancienne ère. Comment les anciens pirates, mais aussi les anciens rois qui se battaient pour la liberté et l'unité, vont tout simplement être asservis par Im-sama. Et ça, c'est sûrement quelque chose qui dure depuis 800 ans. Et dans ce flashback, on a tout simplement la fin des Rocks, la fin d'une ère de la piraterie, mais aussi la fin de Harald et du règne du roi Harald sur Elbaf. Donc, je pense encore une fois que si Loki a pris toute la peine sur ses épaules, c'est pour faire en sorte que Harald ne soit pas sali, et aussi parce qu'en vrai, quand on regarde aujourd'hui comment le village est devenu pacifique, les enfants qui jouent et tout, Harald il a pas fait que n'importe quoi. Au contraire, il a fait tout ce qu'il fallait correctement. Le seul problème, c'était le gouvernement mondial. Lui, il savait pas, il était trop crédule comme je l'ai dit, mais ce qu'il voulait, c'était le bien, et il le faisait que pour son peuple. Donc en vrai, on peut que le féliciter pour ça, et je comprends carrément Loki de prendre la haine sur ses épaules, parce que voilà, il faut un fautif, il faut que les gens en veulent à quelqu'un, et ils préfèrent que ce soit à lui qu'à Harald. Harald qui dit « Tue-moi et monte sur le trône, Loki. Raconte au peuple à quel point j'ai été un roi stupide. Tue-moi et couvre-toi de gloire. Je me fiche éperdument de ce qu'on dira de moi après ma mort. Ce qui compte, c'est l'avenir d'Elbaf, pas vrai? » Et Loki qui dit « Jusqu'où comptes-tu aller? Je compte sur toi, Loki. Toi seul en es capable. » Et là, on voit le château d'Holst en fond. On voit la tête d'Harald basculer en arrière. Je pense que c'est le signe de la perte totale de sa conscience. Et là, on a une double page magnifique où on voit Harald trancher tous les soldats. Donc non seulement Loki a pris sur l'épaule la peine et tout le mal que Im a fait à Harald et a fait au peuple d'Elbaf, il prend aussi sur le dos le fait que les gens le prennent pour le tueur de tous les soldats alors que c'était son père qui les avait tués. Donc là, on voit tout simplement Harald magnifique avec sa marque sur le bras. On a plein de soldats malheureusement qui perdent la vie. On a quelqu'un qui dit « Il y a des criminels dans le château, verrouillez les essuies » tout de suite. Et du coup, tout le monde obéit. Et les gardes disent « Votre majesté, comment avez-vous osé faire ça, tout le monde? Vous n'êtes plus le roi, Harald. » Et Harald qui dit « Et pourtant c'est bien moi, Harald, le vassal de sa grandeur. » Et là, on a tout simplement Harald qui massacre tout le monde. « Je ne laisserai personne s'enfuir d'ici. Ce qui s'est passé dans ce château ne doit pas être divulgué. » Malheureusement, Harald est déjà mort à l'heure qu'il est.
Et là, Harald marche carrément sur ses soldats. Un soldat à terre qui disait « Fuyez tout le monde ». Et Harald qui dit « Laissez-moi offrir ce pays au seigneur Imo ». Et Jarl qui dit « Vite Loki, pourquoi c'est à moi de bouffer ce fruit du démon? Je pourrai plus jamais nager après. Mon père est devenu complètement fou. Ne fais pas ça Loki, ce fruit m'appartient. C'est toi qui m'as dit de le bouffer. » Donc Loki qui commence difficilement à comprendre les choses. J'aime bien Loki parce que c'est un simplet, un petit peu comme Luffy. Et il agit par instinct et ça le rend beaucoup plus honnête. Et Jarl qui transperce Harald dans le dos et qui lui dit « Si tu manges le fruit, le monde va disparaître. T'as compris Loki? Harald ne doit surtout pas mettre la main dessus. » Et là, on a tout simplement Jarl qui prend bel et bien l'épée de Harald dans la tête. Donc c'est bien ce qu'on disait il y a très longtemps. La boucle est bouclée. Jarl lui a enfoncé son épée dans le corps, mais malheureusement, Harald a planté l'épée dans la tête de Jarl. Et Harald termine en disant « Je te la rends Jarl. C'est l'épée légendaire que tu m'avais offerte il y a longtemps. » Et Harald qui dit « Je vais bouffer ce fruit et m'emparer de Ragnir. » Donc ça, c'est assez intéressant parce que peut-être que Ragnir était le protecteur du fruit. Ça, c'est une possibilité. Parce que déjà, on le voit, on l'a su dans les spoils complémentaires, mais là, le fait que Harald prend connaissance de ça veut dire qu'il est au courant de l'existence de Ragnir et il est aussi au courant pour le fruit et potentiellement pour le lien qu'il y a entre Ragnir et le fruit. Donc peut-être que ça pourrait être le dieu du ciel ou quelque chose comme ça, le dieu de la pluie, et que le marteau n'obéit qu'au dieu de la pluie. Donc ça, c'est une potentialité. On verra si ça se confirme ou pas, mais c'est quelque chose que je peux assez facilement croire. Dieu de la pluie, dieu de la forêt ou autre. Donc on voit Loki courir et on voit Harald dire « Je ne te les laisserai pas ». Donc il parle du Ragnir et du fruit du démon légendaire. Et là on voit tout simplement Gaban, la main gauche du roi des pirates. À cette époque-là, il est vraiment légendaire. Il a que 10 ans de plus par rapport à quand ils ont découvert Raftel et qu'ils étaient au prime de leur niveau sur l'équipage de Roger. Donc là, Gaban, c'est vraiment un monstre de puissance. Et il tranche du coup Harald en compagnie de Shanks. Et là on voit Jarl à terre qui dit « Gaban ». Et Gaban crie « Jarl, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et Jarl dit « Mon casque m'a sauvé. Arrêtez Harald, ne les laissez pas poursuivre Loki. » Et Gaban dit « C'est vraiment le pire scénario. » Et Shanks dit « Regarde autour de toi Harald, ouvre les yeux. » Et Shanks, c'est merveilleux d'être immortel. Je me sens supérieur à tous les êtres vivants. Et Shanks qui dit « Merde, on peut vraiment pas annuler cet ordre. » Et là on a tout simplement quelqu'un qui ouvre la porte. Donc c'est vraiment les mêmes images que dans le chapitre 1151. On voit le coffre qui est tout simplement en face de Loki. Et là on y voit aussi le Ragnir qui est côté du coffre. Et Loki qui se pose la question en disant « Voilà ce qui se transmet à Elbaf, le fruit du démon interdit. » Et Loki est un petit peu interloqué par ce qui se passe. Et on entend « Gek, gek, gek ». Et Loki esquive de justesse le Ragnir qui vient tout simplement le frapper. Comme s'il était doué d'une conscience. Et Loki choqué dit « Ouais, mais c'est qui ça ?» Et là on a tout simplement le message de l'éditeur qui dit « Une embuscade ». Fin du chapitre 1169. Donc voilà, magnifique. C'est totalement légendaire et on va tout simplement détailler ça dans l'analyse et les théories. Donc voilà, on a terminé le chapitre. Là on passe à l'analyse et c'est très intéressant parce que tout simplement, ce qui a été mis en valeur, c'est deux choses. Premièrement, c'est Loki qui tout simplement va sauver, pas son père malheureusement parce que son père est maintenant condamné, mais il va sauver le rêve de son père et en même temps il va sauver sa réputation. C'est-à-dire que Loki va prendre tout sur ses épaules pour que son père puisse conserver ses titres de noblesse, mais en même temps conserver son rêve intact. Donc là c'est vraiment légendaire parce que voilà, Loki il aura vraiment fait un sans faute. Lui qui est détesté de tout le monde, lui qui est le grand martyr de l'arc d'Elbaf, c'est vraiment une personne complètement légendaire. Franchement il a fait tout ce qu'il fallait, il a obéi, il voulait même pas manger le fruit. Donc ça veut dire vraiment lui, c'est la pire chose parce qu'il voulait pas manger le fruit parce qu'il voulait nager, il voulait être un pirate je pense. Mais on l'a obligé à manger le fruit et en plus de ça maintenant on lui reproche d'avoir mangé le fruit alors qu'il voulait pas le faire. Et ça c'est vraiment, on dirait Kuma, on lui a mis tout ce qui était possible sur le dos et au final il est maintenant livré à lui-même parce que à part Jarl, personne n'est au courant de ce qui s'est passé étant donné que dans le château tout le monde est mort. Peut-être pas encore mais bientôt. Les deux seules personnes sur lesquelles je m'interroge c'est Shanks et Gaban. Pourquoi Shanks a arrêté Loki sur les mers? Est-ce que c'était justifié? Est-ce qu'il l'a fait pour une réelle raison? J'espère qu'on va avoir ces réponses-là parce que on se pose la question, tu vois, Shanks était présent, il sait du coup un petit peu que quelque chose clochait. Jarl était au courant, pareil, il a laissé toutes les rumeurs sur Loki se faire, mais je pense que c'était peut-être à la demande de Loki, donc Jarl est excusable. Par contre, pourquoi Shanks a arrêté Loki? Je pense que c'est tout simplement parce que leurs routes se sont croisées et que il fallait obligatoirement que ça se finisse par un combat parce que Loki était, je pense, un empereur à l'époque et Shanks devait le battre pour avoir son titre. Donc je pense que c'est le scénario qui a voulu qu'ils finissent par s'affronter. Donc ça, banger, le chapitre vraiment colossal pour transmettre et véhiculer cette idée-là. Deuxième chose que je voulais dire, c'est tout simplement que le chapitre, si il n'y avait pas eu le flashback, sachez
sachez qu'on serait au 2e chapitre du flashback d'Harald, voire même le 1er chapitre complet. Parce que toutes les autres informations viennent d'un lointain passé qui, lui, a servi à raconter la vie d'Harald. Mais si on avait vraiment commencé par l'assassinat d'Harald, comme Oda a commencé au chapitre 1152, là, actuellement, on serait qu'au 2e chapitre, voire 1er chapitre, si on parle en chapitre complet. Donc ça, c'est fou, parce qu'au final, vous voyez que tout ce qui a été raconté est colossal, ultra nécessaire pour la narration de One Piece en général, mais si on se focus sur l'histoire d'Elbaf, le plus important se situe tout simplement maintenant. Et comme quoi, malgré les mois et les mois qui sont passés, malgré toutes les révélations légendaires, on a très peu avancé en termes d'informations, même si en vrai, on a eu beaucoup de choses grâce à God Valley, grâce à la vie d'Harald quand il était jeune, etc., etc. C'était ultra nécessaire, mais c'est juste pour vous faire comprendre que on vient tout juste de reprendre le flashback normal et on vient tout juste aussi de finir le flashback dans le flashback. C'est tout simplement ce que je voulais vous faire comprendre, mais je pense que vous avez saisi. Ensuite, on a tout simplement le conflit interne et le contrôle d'Imu sur Harald. Donc ce contrôle-là ressemble tout simplement au contrôle que Imu a sur les chevaliers divins. En fait, il y a le fait que quand on contrôle les chevaliers divins, on a tout simplement, je pense, une intervention divine d'Im-sama qui va justement changer la perception des chevaliers divins, mais aussi changer un petit peu leur manière de réfléchir, leur manière de se débrouiller. Et c'est ça qui, à mon sens, a permis de contrôler Harald. Donc je vous parlais de plusieurs pouvoirs. On a le pouvoir de Dori et Brogy qui se sont fait demi-réversi. Donc ça, c'est le stade le plus bas parce que voilà, c'est des personnes qui n'ont pas prêté allégeance. Ensuite, on a celui des chevaliers divins, comme celui de Gunko, parce qu'on sait que voilà, quand on regarde un petit peu ce qui se passe par rapport au passé de Brook avec Gunko, je vous en ai déjà parlé, on voit clairement que Gunko a l'air d'être quelqu'un de bien dans le fond, mais Shanks, dans ce chapitre, d'ailleurs c'était une des choses que je voulais dire en début d'analyse, qui est primordiale et ultra bien expliquée, c'est que on a un lien qui a été abordé par le Gorosei il y a de cela quelques chapitres, et ce lien, plus il est fort, plus il est difficile d'aller en contradiction avec la personne qui détient le lien, à savoir Im-sama. Donc, on comprend assez facilement comment Im-sama réussit à contrôler les gens. C'est-à-dire que si Shanks était resté trop près de Im-sama toute sa vie, bah, il serait devenu le Dark Shanks que toutes les théories les plus folles à l'époque pensaient. Cependant, vu qu'il arrivait à s'éloigner de temps en temps, ça lui a permis de tout simplement être autonome et pouvoir faire ce qu'il veut. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout simplement que s'il était passé au 2e stade de la marque, de l'abysse, malheureusement ça aurait été terminé, la distance ne l'aurait pas sauvé et il serait devenu comme Harald, quelqu'un qui va obéir aux ordres quoi qu'il se passe. Et là, ce qui est assez beau et ce qui est assez fort dans ce chapitre, vraiment en parallèle avec la mort de Xebec, c'est que Harald résiste. Harald résiste au contrôle du tout-puissant. C'est quand même ouf de voir quelqu'un de résister à quelqu'un qui est quasiment divin. Donc ça ressemble exactement à ce qu'on a vu avec Xebec, qui résistait énormément au début, puis petit à petit n'y arrivait plus jusqu'à utiliser la voie de toute chose pour s'en sortir. Et en parlant de la voie de toute chose, ça m'interpelle de savoir qu'il y a tout simplement les mêmes mécaniques dans le camp du bien et dans le camp du mal. C'est-à-dire que dans le camp du mal, on a la télépathie entre le Gorosei, les chevaliers divins via la marque, peut-être même via l'abysse, peut-être que l'abysse permet aussi de faire voyager des pensées en plus de faire voyager des gens, ce qui permet la télépathie. Et c'est quelque chose qu'on a aussi dans le camp du bien avec la voie de toute chose. Donc voilà, on peut considérer ces deux choses comme étant différentes, mais fondamentalement peut-être que c'est quelque chose qui vient de la même chose, tu vois, de la même essence. Et c'est pareil pour les fruits du démon. On a tout le temps des fruits du démon avec des éveils et des écharpes différents. Bah, surtout les Zoan, parce que les autres, les éveils sont complètement différents. Et parmi ces éveils, on a des personnes qui s'éveillent un petit peu en mode dark, nuage noir, et en mode lumineux, un nuage blanc. Donc, pour moi, je pense que les notions de bien et de mal vont être de plus en plus présentes, vont être de plus en plus fortes. Et pour moi, les dits ont peut-être quelque chose à voir dans tout ça, mais il y a aussi la possibilité que ça vienne du haki. Parce qu'en fait, le haki, et plus précisément le haki des rois, c'est tout simplement le reflet de l'âme. C'est quelque chose qui avait été dit par Rayleigh à l'époque de l'entraînement des 2 ans avec Luffy. Et en fait, le fait que le haki des rois pourrait symboliser l'âme, pourrait faire en sorte que le bien et le mal, l'âme en question, soit d'un côté ou d'un autre, et fasse en sorte que on choisisse un camp ou un autre, que ce soit avec les fruits du démon ou même avec le pouvoir. Peut-être que la télépathie, comme on le voit avec le Gorosei, vient plutôt d'une utilisation du haki des rois très démoniaque, et que la voie de toute chose, elle, n'est autorisée que pour les personnes qui sont profondément bons. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir étudier en profondeur, mais cette notion de bien, de mal, de lumière, de ténèbres, mais aussi du yin et du yang, avec voilà Luffy, mais aussi
aussi Barbe Noire, mais surtout le côté lumineux de Nika et le côté démoniaque de Im-sama, qui sont tous les deux considérés comme des dieux. Donc, à mon avis, je pense qu'il y aura une mécanique démoniaque avec le bien et le mal qui va être ajoutée, que ce soit au Haki des Rois, que ce soit à tout ce qui peut arriver à la fin du manga, hein, surtout en termes de pouvoir, même en termes de narration, etc., mais surtout en termes de pouvoir. Donc, gardez ça en tête parce que tout ça, je pense que c'est des choses qui viennent de la même essence divine. Peut-être on a une essence divine ténébreuse qui viendrait d'Im-sama et peut-être une essence divine mais lumineuse qui viendrait, elle, d'un passé lointain qui pourrait être par exemple Eiji, qui pourrait être par exemple Nika, qui pourrait être par exemple voilà, un dieu lumineux ennemi de Im-sama depuis la nuit des temps. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette analyse. Voilà, on a décrypté pas mal de choses, je vous ai parlé de tout ce qui me semblait plus logique. Nous on reviendra très prochainement, hein. Je vous ai pas parlé du marteau, de Ragnir, etc. Mais bon, je pense que voilà, dans les 2 dernières vidéos, j'en ai tellement parlé que je sais pas si revenir dessus est ultra nécessaire. Mais bon, sachez juste que voilà, le Ragnir, mon humble avis, c'est que voilà, c'est une entité qui est capable de discuter, tout comme Emmet via la voix de toute chose, tout comme Zuneisha, tout comme les rois des mers, et qu'elle tire son essence de quelque chose de divin. Et quand je dis quelque chose de divin, c'est plutôt quelque chose qui a un lien avec les armes antiques. Pluton, Uranus, Poséidon, qui ont tous les trois le nom d'un dieu, et qui, je pense, pourraient avoir un lien avec Loki assez facilement. Donc, je pense que vous arrivez assez facilement à faire le lien. Je sais aussi qu'il y a des gens qui pensaient que le marteau avait mangé le fruit du démon. Pour moi, c'est pas le cas, et encore moins depuis qu'on a vu le chapitre. Parce que déjà, je vous avais déjà expliqué le fait que Loki était attaché avec des chaînes en granit marin, donc ça veut dire que le granit marin l'affaiblit. Et c'est ce qui permet justement de matérialiser le fait que Loki est bel et bien possesseur fruit du démon. Après, ça peut être un autre fruit si vous voulez, mais ça me semble assez compromis au vu des informations. La deuxième, c'est tout simplement que tous les géants d'Elbaf s'accordent à dire que effectivement, il a bel et bien mangé un fruit du démon. Donc, c'est un témoignage qui a pu se faire, étant donné que Loki est resté quand même très longtemps sur les mers en tant que pirate. Donc, ça doit être un fruit qui est pas caché des personnes qui sont à Elbaf et aux alentours d'Elbaf, étant donné le passé de Loki. Et la dernière information, c'est tout simplement Harald qui dit lui-même qu'il va s'emparer du marteau, mais aussi du fruit du démon, qui montre un petit peu la dissociation qu'il y a entre les deux. Et Harald, pour moi, c'est la personne qui est peut-être le plus au courant de tout ce qui se passe dans la chambre forte. Donc pour moi, clairement, le fait que le marteau ait mangé le fruit du démon, c'est assez compromis. Mais bon, voilà, on est à l'abri de rien avec Oda. Donc allez, je vous laisse sur ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui est assez longue. On se retrouve très très vite. N'oubliez pas, vu les jeux vidéo, vive One Piece. Vous avez les petites souscriptions, vous avez le Twitter, le Discord. N'oubliez pas aussi de follow, liker, commenter parce que ça nous aide énormément. Un grand merci à vous. Merci pour tous vos messages, pour tous vos commentaires. Et on se retrouve tout simplement très bientôt pour la suite des vidéos One Piece. Allez, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Prenez soin de vous. Ciao.